Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de la Gazette de l'éducation. Lundi 29, je lis un article découpé la veille dans le journal du dimanche sur l'usage des nouvelles technologies dans le collège de Sèvres. Et on voit dans cet article que deux visions des nouvelles technologies s'affrontent chez les enseignants. Il y a ceux qui sont contre, le prof de français, par exemple, nous dit que les nouvelles technologies sont un instrument de flicage des professeurs comme des élèves. Bon. Et que par ailleurs, comme c'est difficile à utiliser, on risque de faire des erreurs, et plutôt que de faire des erreurs, alors mieux vaut ne pas les utiliser. Bon. Plus intéressante, sans doute, l'opinion du prof d'espagnol qui nous explique qu'en utilisant des iPods, il a énormément amélioré les capacités à l'oral de ses élèves. Et aussi l'opinion du prof de techno que je vous lis. Les TIS facilitent l'évolution des pratiques enseignantes. Le professeur ne se cantonne plus au rôle de transmetteur de savoir, il est plus actif et rend les élèves plus dynamiques. Alors on souhaite que ce soit ce prof-là qui soit entendu plutôt que le prof de français. Peut-être sera-t-il aidé par la sortie de l'iPad aux États-Unis cette semaine, sortie qui nous promet des usages éducatifs étonnants. Mardi 30, je suis invité à Liège, plus précisément à la Haute École Charlemagne de Liège, pour présenter mon projet de collège auprès de 200 enseignants et élèves enseignants dans le cadre d'un colloque dont le titre était Quelle école voulons-nous pour demain? J'aime beaucoup ce titre parce qu'effectivement, l'école de demain, je trouve qu'il vaut mieux la vouloir, que vouloir et proposer, c'est mieux que critiquer et attendre. Et donc je présente mon projet, et à la fin un débat évidemment s'instaure avec les enseignants, et plusieurs questions portent sur l'idée que, d'une manière générale, les projets expérimentaux, et le mien en particulier, portent avec eux une certaine dose d'élitisme. Euh, alors, j'ai répondu, bien sûr, j'ai répondu notamment que je trouvais que l'élitisme, c'est pas du tout ce qui caractérise ce type de projet, qui au contraire vise à faire réussir le maximum d'élèves et à n'en laisser aucun sur le bord du chemin. Alors pourquoi est-ce que cette expérimental rime dans l'esprit des enseignants avec danger d'élitisme? Et pourquoi est-ce que l'ancien système, le système actuel, classique, traditionnel, ne génère pas cette crainte, là où au contraire il me semble que seule l'élite des élèves réussit vraiment dans le cadre de ce système classique? C'est une contradiction qui mérite d'être creusée. Et donc nous le ferons. Mercredi, je suis dans l'avion, j'emporte avec moi les vieux articles que je n'ai pas eu de lire, et je retrouve dans une ancienne lettre de l'éducation une expérience que veulent tenter des enseignants de Rennes pour créer un collège expérimental. Donc évidemment, ça me passionne, et je retrouve dans ce projet de collège des idées qui sont dans le mien, et donc je me dis que c'est une bonne nouvelle, que finalement d'autres ailleurs ont envie de faire des choses qui ressemblent à ce que je voudrais tenter. Je vous lis les grands principes de ce collège souhaité par ces enseignants de Rennes. Rendre à l'élève son autonomie, privilégier le projet individuel de chaque élève tout en restant dans le cadre du socle commun, un emploi du temps remodelé, les matinées consacrées à la recherche individuelle et aux discussions, les après-midi dédiés aux ateliers interdisciplinaires, sportifs et musicaux. Très bien, j'aime beaucoup, pourquoi pas. Et donc bonne chance à cette équipe de Rennes. Jeudi 1er, je suis en Afrique du Sud et je visite le Sixth District Museum, qui est un lieu très symbolique de ce qu'a pu être l'horreur de l'apartheid. Et dans ce lieu, il y a une affiche avec une citation absolument merveilleuse. Je mettrai la citation in extenso dans ce blog, donc je vous en épargne les termes précis, mais c'est une citation d'un survivant des camps de concentration qui explique qu'il a vu dans ces camps des choses inadmissibles, des choses dont personne ne devrait être le témoin. Et ces horreurs ont été perpétrées par des diplômés de grandes écoles ou d'universités. Il a vu des infirmières diplômées tuer des enfants, par exemple.
Et il dit à la fin de son texte, il supplie les enseignants de finalement ne s'intéresser qu'à la transmission de l'humanité. Faites de nous des êtres humains meilleurs. Et la lecture, l'écriture, l'arithmétique, tout ça ne sert à rien si à la fin, nous ne sommes pas des êtres humains meilleurs. J'ai trouvé que cette phrase était vraiment très symbolique de la raison pour laquelle le but de l'école doit être l'éducation et pas l'instruction. Et puis vendredi, toujours en Afrique du Sud, je lis dans un journal, le Times d'Afrique du Sud, que le ministère de l'Éducation avait décidé de mettre en place un test national pour tous les élèves d'Afrique du Sud pour mesurer leur capacité en lecture et en calcul. Et j'ai trouvé l'article très intéressant puisque finalement, il disait que la raison de la mise en place de ce test, c'est qu'on s'était rendu compte qu'à peu près 2 élèves sur 3 en Afrique du Sud n'avaient pas le niveau requis en lecture et en calcul. 2 élèves sur 3, c'est évidemment énorme, c'est bien plus qu'en France. L'Afrique du Sud a été classée dans certains classements sur l'éducation à la dernière place mondiale. Donc évidemment, c'est très choquant pour l'Afrique du Sud et cela justifie la mise en place de moyens au rang desquels ce test. Et on voit qu'il y a un consensus, d'après l'article, de tous les acteurs de l'éducation pour dire que ce test sera un facteur de progrès, là où la mise en place du même test en France a plutôt suscité la polémique. Et donc à la semaine prochaine pour le numéro 3 de la Gazette de l'éducation.